Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire animé par maconta.fr, pardon. On est très heureux de vous accueillir encore une fois avec Sylvain Badina, notre directeur produit et ancienne expert comptable que vous avez maintenant l'habitude de voir animer ces petits zooms sur maconta.fr ou sur l'actualité comptable en France. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux à assister à ce webinaire. On vous remercie pour votre confiance. Petites infos, étant très nombreux, on vous demande de bien poser vos questions sur l'onglet Q&R que vous voyez en haut de votre écran, ou si vous êtes en fenêtre réduite sur les trois petits points autres, il va s'afficher dans les premiers boutons. Ça nous permet en fait de répondre directement à vos questions et éviter que ça se perde dans le fil de conversation global du webinaire. Petite information, je vous mets dans le fil de conversation un lien vers notre page web dédiée à nos webinaires où vous allez retrouver l'ensemble de nos diffusions passées et également le planning des futurs webinaires avec notamment dès jeudi 15 janvier un webinaire sur la loi de financement de la sécurité sociale avec un axe des changements à prendre en compte pour notamment vos logiciels de paye. À la fin du webinaire, vous allez également avoir un questionnaire de satisfaction qui nous aide énormément, nous, à la construction des webinaires. On prend bien sûr en compte vos retours, vos idées d'amélioration, les sujets que vous auriez aimé voir traités. Du coup, n'hésitez pas à soumettre vos idées. Encore une fois, merci pour votre présence et bonne découverte de ce nouveau thème, faire sa comptabilité en moins de 30 minutes par mois. Sylvain, je te laisse la parole et la main. Merci Quentin pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. On va attaquer tout de suite pour ne pas perdre de temps puisque on est sur un sujet timé. Je vais vous partager mon écran. Hop, tac, hop. Donc, les objectifs de ce webinaire, ça va être de vous guider pour mettre en place une organisation qui va faciliter la tenue de votre comptabilité. Alors, quand on dit faire sa comptabilité en moins de 30 minutes par mois, bon, on a tous des éléments différents et une volumétrie différente. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place des éléments qui peuvent être communs, qui peuvent s'adapter à tout le monde, de façon à réduire le temps de sa comptabilité, le temps consacré à sa comptabilité. Soit après, pour aller consacrer ce temps-là à notre métier ou retrouver un équilibre vie pro, vie perso plus agréable. On va essayer d'aborder ces différents éléments cycle par cycle. Donc on aura forcément de la banque, des fournisseurs, des clients, et d'essayer de vous donner un maximum d'astuces et puis après de faire des liens avec les fonctionnalités de nos logiciels. Le premier élément qui va concerner un petit peu tout, on va parler d'organisation et de gestion du temps. La comptabilité, en fait, c'est uniquement ce qui va transcrire et récapituler toutes les opérations juridiques de l'entreprise, et particulièrement les opérations juridiques qui vont avoir un lien financier à court ou moyen terme. Puisqu'on va transcrire dans la comptabilité des opérations juridiques, ce qu'il faut, c'est faire des opérations simples, essayer de faire au maximum des opérations logiques et des opérations claires. Forcément, plus vous allez faire des choses complexes, plus la transcription dans la comptabilité va être complexe. Donc voilà, une facture, un paiement, c'est plus facile, ou plusieurs factures, des relevés, un paiement, c'est plus facile. À chaque fois, on scinde bien toutes les étapes et c'est comme ça qu'on arrive à s'y retrouver facilement. Quand on saucissonne les choses en plein de petits bouts, après forcément, en termes de comptabilité, ça demande plus de suivi. Retrouver ce qu'on a fait et le tracer, c'est plus compliqué. En élément des choses un peu classiques, effectivement, c'est de mettre en place des routines, donc de se dédier du temps à des dates fixes. Ça peut être
où les lundis matins, on se consacre cette demi-heure à sa comptabilité, où tous les premiers X du mois, on consacre un temps fixe à sa comptabilité et à son administratif. Comme ça, au moins, c'est bloqué dans nos agendas et on peut le faire. Si on travaille à plusieurs, c'est de formaliser qui fait quoi et au maximum de vous créer des alertes pour toute la partie déclaration, donc qui sont des choses qui vont vous permettre de le faire suffisamment tôt par rapport à la date limite de la déclaration et dans un délai aussi pas trop tôt, de façon à ce que vous puissiez avoir facilement toutes les informations et donc collecter facilement toutes les informations. Un des éléments qui prend du temps, c'est la gestion de la banque. On vous conseille d'avoir un compte bancaire dédié, éventuellement plusieurs comptes bancaires si votre activité le justifie, mais souvent dans les TPE, un compte bancaire, ça suffit. Le compte bancaire, pour rappel, il est obligatoire à partir de 10 000 euros de recettes par an. Mais j'allais dire, même si vous faites moins, bon, certes, vous avez les frais de tenue d'un compte bancaire, mais même si vous faites moins, un compte bancaire dédié, c'est quand même nettement plus simple pour tenir sa comptabilité. Ça a d'autres avantages aussi quand on nous pose des questions, c'est qu'on peut sortir ce compte bancaire-là. Et puisque ce compte bancaire, il est dédié, on va mettre dessus que les mouvements professionnels, donc pas de mouvements personnels. La rémunération du chef d'entreprise, c'est bien un mouvement professionnel qui part du compte professionnel et qui va aller vers le compte personnel. Et bien sûr, tous les mouvements professionnels. Donc, on paye avec le compte bancaire uniquement ce qui concerne l'activité et on évite d'avoir des dépenses personnelles. Quand on a plusieurs sociétés, eh ben, on fait attention à bien payer les factures avec le bon compte. Dans mon ancienne vie d'expert comptable, j'avais des clients qui mélangeaient régulièrement parce que c'était soi-disant plus facile ou qu'ils n'avaient pas la bonne carte bleue. Ben forcément, quand on doit gérer tout ça et tout remettre, c'est nettement plus compliqué. Des libellés clairs sur vos opérations de façon à les retrouver facilement. Donc ça va être le nom du fournisseur, le numéro de la facture qu'on paye. Quand on fait un virement, les références de la personne à qui on fait le virement, et de privilégier au maximum toutes les opérations qui vont vous demander le moins de temps. Donc tous les prélèvements dès que vous pouvez, hein. Je sais que certains se disent j'aime pas trop parce que je maîtrise pas quand c'est prélevé. Il vaut mieux avoir un prélèvement qui tombe sur son compte bancaire. On a toujours la possibilité de le contester pour une raison X ou Y si on n'était pas d'accord avec la prestation qui a été fournie, mais se laisser le temps de les suivre régulièrement, plutôt que de devoir faire l'opération sur sa banque, de devoir la centraliser, avec le risque d'erreur que ça peut comporter aussi. À défaut de prélèvement, si le prestataire ne propose pas le prélèvement, c'est de mettre en place des virements et de bannir les chèques, parce que quand vous voyez passer le chèque sur votre relevé bancaire, il porte un numéro, en général un numéro à 7 chiffres, mais il ne vous dit pas ce qu'il en est. Et j'ai mis dans la gestion de la banque un solde bancaire positif. Alors forcément, certains d'entre vous peuvent se dire, et c'est gentil comme conseil, mais si on pouvait, on le ferait. On se rend compte dans la pratique que les gens qui ont un solde bancaire positif sont bien organisés, à moins que ce soit ceux qui soient bien organisés qui ont un solde bancaire positif aussi. Et le fait d'avoir un solde bancaire positif, ça évite et ça évite de faire des bêtises dans la précipitation. Alors, je sais que c'est pas toujours possible. Je veux pas que le conseil soit trop prétentieux et embête certaines personnes, mais voilà, c'est aussi l'objectif d'une entreprise de gagner de l'argent et ça se traduit par ce solde bancaire. Dans maconta.fr, on a fait déjà beaucoup de webinaires. Je pourrais, sur les temps de questions-réponses, montrer des choses si vous voulez. J'ai préféré rester sur un support là. Donc, dans maconta.fr, ça va être la récupération automatique des opérations par le biais de la synchronisation. On avait fait des webinaires spécifiques à ces éléments-là et je le répète régulièrement. Donc, comme ça, vous n'avez aucun travail de saisie puisqu'on a l'imputation automatique qui se fait en fonction du libellé de l'opération, d'où le fait de mettre des libellés clairs. Et un contrôle régulier du solde, c'est la petite procédure qu'on appelle le rapprochement bancaire qui permet de vérifier que le solde en comptabilité est bien égal au solde qui figure sur le relevé bancaire. Et ça permet de s'assurer qu'on a bien toutes les opérations, qu'on les a pas modifiées par mégarde et qu'il n'en manque pas non plus.
La gestion de la partie client, donc tout le cycle de vie de facturation. Là, quand je parle de client, je suis plutôt pour ceux qui émettent des factures. On parlera de la caisse après. Donc ceux qui émettent des factures, bah, c'est si possible d'utiliser un logiciel de facturation. Ça va vous permettre d'avoir des factures qui sont conformes, donc ça vous sécurise aussi sur cette partie-là. Ce sera nettement plus facile quand la facturation électronique deviendra obligatoire en septembre 2027 pour l'émission. Ça vous permet d'avoir une base de clients, une base d'articles qui est centralisée et donc de faire une seule fois la saisie de ces éléments. Ça vous permet d'automatiser toutes les écritures comptables, de gérer après des relances qui sont préparamétrées si votre client ne vous a pas payé dans les délais. Donc un logiciel de facturation couplé au logiciel de compta, comme on vous le propose, effectivement, vous permettra de gagner du temps. Facturer au fil de l'eau pour tout ce qui est vente unitaire, bah, ça vous permet de ne pas oublier de facturer et puis le client il reçoit la facture tout de suite une fois que la prestation est faite, voire un acompte dans certaines activités, c'est nettement plus facile pour encaisser. Et mettre en place, quand on a des clients un peu plus grands comptes avec qui on travaille régulièrement, mettre en place une facturation fin de mois de façon à regrouper plusieurs prestations, plusieurs BL sur la même facture et ainsi n'avoir qu'une seule facture à gérer plutôt que d'avoir 10 factures si on a fait 10 livraisons dans le mois. Et comme on l'a vu pour la banque, de privilégier les paiements dématérialisés, donc mettre en place des prélèvements, faire des virements à vos clients ou des règlements par carte bleue. Là, la deuxième partie, c'est la gestion de la caisse. Alors, quand je parle de la caisse, elle englobe deux éléments. La partie facturation, donc pour ceux qui vont plutôt être dans la partie commerçant B2C, avec des clients qui viennent et qui vous payent en sortant du magasin ou en sortant du restaurant, par exemple. Eh ben, c'est d'avoir un logiciel de facturation de caisse qui soit directement lié avec les moyens de paiement. On le voit de plus en plus. Ça vous évite d'avoir des ressaisies et surtout d'avoir des écarts. Moi, j'essaye de limiter au maximum, et j'ai mis bannir en point d'interrogation, parce que je sais que des fois, c'est pas possible également, les dépenses en espèces. Ça vous évite d'avoir des saisies à faire. Si vous faites un paiement par carte bleue, même d'une petite dépense, et ben, ça vous permet d'avoir une ligne sur votre compte bancaire, c'est plus facile. Si vous avez un logiciel de caisse, de bien tenir toute la caisse sur votre logiciel. Et donc, quand on dit toute la caisse, c'est y compris les remises en banque, hein, parce le principe, c'est qu'on encaisse régulièrement des clients qui nous payent en espèces, et puis à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, en fonction des volumes et des habitudes, on fait une sortie de la caisse pour la déposer en banque. Et ben, c'est bien de tenir cette caisse-là sur votre logiciel, sachant que c'est votre logiciel qui fait foi en cas de contrôle, hein, puisque dans la comptabilité, on va reprendre une caisse centralisée. Donc, le détail des ventes est compris dans votre logiciel de caisse et c'est ce logiciel de caisse que vous devrez produire en cas de contrôle. Quand on fait des remises en banque, de les faire de manière identique à ce qu'on a sorti dans la caisse. Éviter de faire une remise par semaine et 5 ou 6 sorties de caisse quotidiennes dans votre logiciel de caisse, parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Donc si vous faites une remise de banque par semaine, une remise d'espèces en banque par semaine, vous faites une sortie d'espèces dans votre logiciel de caisse, et comme ça vous avez la cohérence, et vous faites la remise, et le soir ou le lendemain matin, vous le déposez en banque de façon à ce que les dates soient concomitantes. Et bien sûr de contrôler la caisse tous les soirs et de rectifier les erreurs sur le logiciel de caisse. Alors contrôler la caisse tous les soirs, on le fait souvent quand on a quand on est plusieurs à intervenir et à toucher à la caisse, de façon à montrer qu'il y a un contrôle et s'assurer qu'il n'y ait pas de détournement. Mais même quand on est tout seul, le fait de le faire tous les soirs, c'est là où on se souvient de ce qui a pu se passer dans la journée et qu'on peut rectifier tout de suite les erreurs. Et donc, si vous ne connaissez pas les procédures de rectification d'erreurs dans votre logiciel, il faut contacter l'assistance. On a encaissé, on a géré un petit peu le compte bancaire. Maintenant, on peut parler de la gestion des fournisseurs. Beaucoup de fournisseurs ont des coffres-forts dans lesquels ils déposent leurs factures ou ils les envoient par mail, le tout en attendant la facturation électronique à partir de septembre 2026. L'idée, c'est de pouvoir activer au maximum ces coffres-forts
Et je mis utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est particulièrement pratique quand on est plusieurs à intervenir de façon à ce que le mot de passe il soit partageable et accessible à toutes les personnes qui ont le droit de vérifier et de visualiser ces éléments. Pour toutes les autres factures qu'on va recevoir, soit papier, soit en pièces jointes d'un mail, eh ben, c'est de les stocker au fil de l'eau dans un dossier à comptabiliser qu'on pourra venir traiter en une fois quand on fera sa comptabilité. Opter pour le prélèvement dès que possible ou faire des virements, on l'a dit. Opter pour les abonnements qui vont vous permettre de réduire le nombre de factures. Là, je pense par exemple à ceux qui se déplacent beaucoup, d'avoir un télépéage. Si vous faites beaucoup le plein au même endroit ou dans la même station-service, dans le même réseau de stations-service, c'est de prendre des cartes qui vous font des factures et qui regroupent tout une fois par mois, et de joindre la pièce au format PDF, aux écritures comptables. Ça, vous pouvez le faire dans le logiciel, ça vous permet après de retrouver facilement vos éléments. Vous savez que vous avez l'écriture comptable, que ce soit la banque, que ce soit la facture saisie, et tout de suite la pièce qui est accessible. Un petit sujet qui est complément des factures fournisseurs, c'est les notes de frais. Donc, la différence, la note de frais, c'est plutôt un ticket qu'on va prendre à la sortie d'un commerce. Donc, ça correspond aux petites dépenses hors compte bancaire de la société, hein. C'est plutôt des dépenses qui ont été faites par une carte bleue personnelle du dirigeant ou du salarié ou en espèces. Quand on traite avec des notes de frais pour les salariés, ben, c'est de prévoir une procédure claire, forcément écrite si c'est une procédure, avec les dépenses qui sont possibles. Les plafonds, vous pouvez mettre en place des plafonds. De toute façon, vous avez aussi des plafonds de remboursement qui existent, au-delà duquel c'est du salaire et plus du remboursement de frais. Donc les plafonds que vous acceptez d'indemniser en tant qu'employeur, les modalités de transmission et les délais de remboursement. Ça vous permet aussi cette procédure de cadrer les relations avec les salariés et donc d'enlever des fois des questions qui peuvent se poser sur cette partie-là. Et vous pouvez utiliser l'application Note de frais que nous mettons à votre disposition avec votre abonnement comptable euh, pour comptabiliser ces notes de frais et que vos salariés puissent comptabiliser leurs notes de frais. On a comme ça à la fin un total qui est fait sur le compte du salarié. On peut faire un virement grâce au total qui ressort de la comptabilité. Sur la gestion des dépenses carte bleue, donc là, c'est celles qui sont faites carte bleue sur le compte bancaire de la société, par opposition aux notes de frais quand c'est la carte bleue du dirigeant. Vous avez deux options, il n'y en a pas forcément une qui est à privilégier par rapport à l'autre. Les conséquences des deux entre la carte à débit immédiat et la carte à débit différé, bah, l'avantage du débit immédiat, c'est que vous allez pouvoir faire des enregistrements au fil de l'eau, puisque vos dépenses vont être synchronisées tous les soirs avec la banque, et donc vous pourrez faire l'imputation. La comptabilisation sera assez facile avec la synchronisation bancaire et les imputations automatiques, surtout si vous avez des dépenses qui reviennent régulièrement. Et vous pourrez, à partir de l'application mobile comptabilité, scanner le justificatif et l'attacher à l'écriture. Donc, dès que l'opération est passée sur votre banque, bah, si c'est le lendemain, vous pouvez faire la photo du ticket et le mettre en justificatif de l'écriture comptable que vous avez après, que ce soit sur votre application mobile ou que vous avez sur le site internet macompta.fr. La carte bleue à débit différé. On peut aussi synchroniser, peu de gens le savent, mais normalement, on peut aussi synchroniser le compte carte à débit différé. C'est-à-dire quand vous lancez la synchronisation auprès de votre banque vous liste, une fois que vous avez tapé vos identifiants, login, mot de passe, votre banque vous liste tous les éléments et vous avez la possibilité de choisir carte bleue à débit différé. Et comme ça, ben, une fois par mois, vos écritures vont remonter avec l'écriture en total qui va se passer.
L'avantage de la carte bleue à débit différé, outre le fait de payer de manière différée, donc ça facilite peut-être le fait d'avoir un solde bancaire positif, ça vous permet de regrouper le traitement comptable des cartes bleues une seule fois, comme ça on se fait une petite session de carte bleue. Et de la même façon, on peut traiter au fil de l'eau le ticket via l'application note de frais. Un petit focus sur la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement. Donc, pour rappel, la comptabilité de trésorerie, c'est celle qui consiste à saisir au fil de l'eau les opérations bancaires et c'est les opérations, donc les recettes encaissées et les dépenses payées qui donnent le résultat à la fin de l'année. Et la comptabilité d'engagement, on comptabilise au fil de l'eau les factures émises et les factures reçues, et c'est la différence entre les produits facturés à la date de facturation et les charges euh, reçues sur les factures fournisseurs qui donnent le résultat. On est en comptabilité trésorerie de manière obligatoire quand on est en BNC ou pour les sociétés civiles immobilières qui sont à l'impôt sur le revenu, et en comptabilité d'engagement de manière obligatoire quand on est en BIC, donc plutôt industriel, artisan, commerçant, et à l'impôt sur les sociétés. Après, c'est pas parce qu'on doit produire, quand on dit obligatoire, c'est que c'est le résultat doit être en comptabilité de trésorerie dans le premier cas et en comptabilité d'engagement dans le deuxième cas. Rien ne vous empêche de tenir tout au long de l'année votre comptabilité dans l'une des deux méthodes, même si c'est pas celle dans laquelle vous devez produire le résultat, et de faire la bascule à la fin de l'année. L'avantage de la comptabilité de trésorerie, on va être sur une rapidité, une simplicité dans les enregistrements comptables. Ben, si on doit à la fin de l'année présenter une comptabilité d'engagement, ben forcément il faudra passer les écritures d'engagement à la fin de l'année. Et l'inconvénient de la comptabilité de trésorerie, si on est soumis à TVA, euh, dans ma compta.fr, on a pas mal simplifié la saisie des opérations, même quand il y a la TVA, pour que ce soit une saisie directement à partir du relevé bancaire. Mais par contre, ça génère un décalage dans la récupération de la TVA, puisqu'en fait, vous ne récupérerez la TVA que quand vous l'aurez enregistrée en comptabilité, donc au moment où la facture aura été payée. Donc si vous avez un décalage entre le moment où vous recevez la facture fournisseur et le moment où vous la payez, ben, on aura un petit décalage dans la récupération de la TVA. Pour ceux qui sont en, en annuel, ça a moins d'importance puisque la déclaration de TVA, elle est recadrée pour le 3 mai, donc ce décalage existe moins. L'avantage de la comptabilité d'engagement, c'est fait un meilleur suivi client et fournisseur. Donc on peut aussi, pour certains dossiers, par exemple des architectes qui seraient en entreprise individuelle, qui doivent produire un résultat en PNC, mais qui ont intérêt à leur suivre leur comptabilité en engagement pour savoir ce que doivent les clients. On ferait l'inverse à la fin de l'année, on repasserait en comptabilité de trésorerie. Ça permet du coup d'avoir un meilleur suivi client et fournisseur et donc une meilleure vision de l'activité, puisqu'en fait les produits et les charges sont enregistrés au moment de leur engagement. Et quand on regarde un tableau de bord au travers des éditions qu'on peut faire dans maconta.fr, eh ben, on a le résultat des opérations réellement engagées et pas uniquement de celles qui ont été payées ou encaissées. On compense du coup ce problème d'avance de TVA. Un inconvénient, c'est un peu plus comptable comme tenue au quotidien. Ça prend un petit peu plus de temps. Donc, vu que là, on était sur quelque chose où le thème, c'était de gagner du temps, peut-être que la compta de trésorerie est intéressante. Et ben, du coup, on fait un double enregistrement des opérations au fil de l'année. Mais ce double enregistrement des opérations, il va pas mal rétrécir avec l'arrivée de la facturation électronique puisque pas mal de choses seront automatisées. Je vous ai fait un petit focus sur les fichiers de virement et de prélèvement, donc qui sont un fichier qu'on peut générer, qui en une seule ligne sur la banque vont regrouper X dizaines, voire X centaines d'opérations de virement ou de prélèvement. Donc ça répond aux besoins des entreprises et ou associations qui gèrent beaucoup d'opérations. Donc, vous avez beaucoup de factures fournisseurs et plutôt que de faire un virement unitaire à chaque fois que vous saisissez dans votre banque et que vous reportez après dans la comptabilité, on fait l'inverse à partir de la comptabilité, on génère un fichier de virement qu'on se transmet à sa banque et qui permet d'avoir une seule ligne sur le compte bancaire.
Et je l'ai pour ça que j'avais mis association. Ça répond aussi aux besoins de ceux qui ont scindé la saisie des opérations bancaires et leur validation. J'ai mis association parce que des fois, dans ces formes d'activité, on a un trésorier et donc on a quelqu'un qui prépare les opérations bancaires et quelqu'un qui les valide. Ces fichiers de virement peuvent répondre à ce besoin. Donc on diminue les saisies multiples, donc on évite les risques d'erreur de saisie. Et on peut réaliser directement ces fichiers de virement et de prélèvement dans notre logiciel en comptabilité d'engagement, puisque le principe, c'est de comptabiliser les factures et après de les payer au travers du logiciel. Enfin, je vous ai fait un petit focus sur les déclarations fiscales. Aujourd'hui, quasi toutes les déclarations fiscales sont dématérialisées. En tout cas, celles qu'on fait de manière les plus fréquentes. Donc, j'ai remis la TVA, l'impôt sur les sociétés et la déclaration annuelle de résultats. Vous savez ou pas que vous pouvez les réaliser directement depuis le logiciel maconta.fr. Ça va vous permettre d'avoir l'automatisation, donc un pré-remplissage de vos déclarations en fonction de la saisie comptable que vous avez faite. Ça vous évite des erreurs de remplissage, ça vous évite des erreurs de ressaisie, de le calculer d'un côté et de le ressaisir sur le site impôt.gouv après, et donc ça vous permet de gagner du temps aussi, cet élément. Et un tout petit focus sur les échanges que vous pouvez avoir avec les administrations, quelles qu'elles soient. Là, c'était dans la page déclaration fiscale, mais c'est valable pour l'URSSAF et autres caisses sociales. Privilégier les espaces en ligne. Alors ça vous oblige à ouvrir vos espaces sur Internet, mais de toute façon, vous êtes quasiment obligé de les ouvrir tous, en tout cas pour les plus grands, hein, que ce soit les impôts professionnels, bon, les impôts perso, on l'a tous déjà, que ce soit l'URSSAF pour ses salariés ou l'URSSAF pour nous en tant que chef d'entreprise. Privilégiez toujours les échanges via ces espaces. Vous avez des délais de réponse plus rapides. Vous avez des coûts réduits parce que vous n'êtes pas obligé d'écrire en recommandé, sauf si la forme le veut précisément, sauf si c'est une contestation, par exemple, d'un redressement. Mais sinon, si c'est pour des questions, vous n'êtes pas obligé d'écrire en recommandé. Les impôts reçoivent votre message et ils ont pas des obligations, mais des stades de réponse sur ces éléments-là, sur les messageries en ligne, qui font que vous avez plus de réponses, des réponses plus rapides. Voilà pour les éléments qu'on souhaitait aborder. Quentin, tu m'avais demandé de faire moins de 30 minutes pour rester dans le timing. Il est 14h28. Donc, compte tenu de Bien joué, l'introduction que encore une tu avais fois. fait, on y est. Merci Sylvain, très clair. Quelques questions. Comment faire une facture avec plusieurs BL pour un seul client? Alors, on a des questions qui sortent un peu du cadre du webinaire pur, Sylvain, mais enfin voilà, qui sont des questions d'utilisateurs directement, du coup, qui me semblent intéressantes à prendre tout de même, dont cette question, savoir si c'est possible de faire une facture à partir de plusieurs BL sur l'application. Alors, sur l'application, on peut transformer automatiquement les BL en factures. Le regroupement de plusieurs BL sur une facture est dans une des lignes de la roadmap. Mais aujourd'hui, je ne vais pas prendre d'engagement, il n'a pas été priorisé. On peut pas regrouper automatiquement plusieurs BL sur la facture. Alors après, on peut faire des copier-coller, mais ça reste pas le même élément dessus. Et je rajouterais juste que c'est la même chose pour les devis parce qu'on a régulièrement la question au service commercial. Il faudra saisir une facture par devis. Est-ce qu'on peut déclarer et payer sa TVA via maconta.fr? Alors, c'est une question qui a été posée avant le dernier slide que tu as présenté. Je pense que la personne qui a posé la question a eu réponse via ta présentation. C'est bien possible. Tout se fait en EDI, en 3 clics de l'application, et ça ne s'arrête pas qu'à la TVA, puisqu'on peut déclarer également l'IS et faire sa déclaration fiscale annuelle. Un compte bancaire pro est-il obligatoire pour une entreprise individuelle? Alors,
Oui, oui et non. Euh, c'est bien, c'est des réponses, c'est ça, c'est des réponses de Normands, hein, c'est ce qu'on dit quand on dit oui et non comme ça. Sauf si les Normands qui nous écoutent vont dire que c'est pas ça du tout, une réponse de Normand. Euh, la- on n'arrivera pas à mettre en place un prélèvement de TVA et un prélèvement d'impôt société sur un compte non professionnel. Parce qu'en fait, la banque, mais c'est pas une question d'obligation légale, la banque normalement n'acceptera pas le mandat spécifique, parce que pour quand on fait un prélèvement, quand les impôts viennent prélever la TVA ou l'IS sur le compte bancaire de l'entreprise, la banque doit enregistrer le mandat CEPA B2B, et en général, les banques n'enregistrent pas ces mandats-là sur les comptes non professionnels. Donc, c'est pas une obligation légale, mais dans la pratique, ça devient une obligation légale. Après, une entreprise individuelle qui a peu de volume et qui n'est pas soumise à TVA, vu qu'elle est entreprise individuelle, normalement, enfin généralement, elle n'est pas soumise à l'IS, il va pas se passer grand-chose si elle a un compte personnel. Donc aujourd'hui, on est dans la pratique sur ce type d'entreprise, on peut passer entre les mailles du filet. Après, si la banque se rend compte que vous avez une activité professionnelle sur un compte personnel, il y a des chances qu'elle vous demande d'upgrader son élément, parce que bah, eux, ils ont des obligations de contrôle et euh, de surveillance des comptes professionnels qui sont un peu différentes des comptes personnels. C'est aussi pour ça qu'ils le font sur cette partie-là. Donc, dans la pratique, des fois, on y arrive. Légalement, on n'a pas je ne crois pas qu'on ait d'obligation, mais dans la grande majorité des cas, on a un compte professionnel. Merci. On a ensuite une question. Comment faire en sorte que les scans réalisés sur l'application bancaire remontent avec la synchronisation? Est-ce qu'on a la fonctionnalité d'import, je pense que c'est le fond de la question, Oui. d'import des pièces justificatives? Alors, on a deux réponses. Ce qui est disponible aujourd'hui, c'est de récupérer le scan qu'on a sur son disque dur et de l'attacher à l'écriture. Je l'ai dit aussi, on peut, depuis l'application mobile Compta, rattacher la pièce qu'on peut prendre en photo depuis le téléphone à l'écriture comptable. Pour ceux qui utilisent des néobanques et qui du coup ont déjà mis la pièce dans la dans le relevé bancaire de la banque, directement sur le site de la banque. On a fait les développements et normalement on va les sortir. Donc comme tu le sais ou comme vous le savez, peut-être d'autres, on est en train de finaliser ce qu'on appelle la nouvelle interface. Et dans la suite de ça, on va pouvoir lier grâce à cette nouvelle interface. Alors, ce sera pas pile poil au moment de la mise en ligne de la nouvelle interface, mais on va réussir à récupérer les pièces qui ont été mises dans la néobanque pour les attacher directement à notre écriture bancaire dans la comptabilité. Top. Une autre question. Pour la carte bleue société, les dépenses sont-elles enregistrées en fournisseur ou en note de frais? Vous pouvez, au travers de l'application Note de frais, enregistrer les dépenses et donc générer une écriture comptable dans un compte fournisseur. Et après, ben, quand la dépense arrive, la ligne bancaire arrive, rattacher cette ligne bancaire dans le compte fournisseur où on a enregistré la facture au travers de l'application Note de frais. On peut aussi, en fonction des montants, passer directement la charge dans un compte de charge quand elle arrive par le relevé bancaire et après rattacher la pièce, notamment au travers de l'application mobile, rattacher la pièce à la dépense. Vous avez les deux options d'organisation. Celle de rattacher la dépense directement en compte de charge, à mon avis, est un peu plus rapide. Merci. Ensuite, on a une question. Il a été dit que la comptabilité d'engagement était obligatoire en BIC, mais je pensais qu'il était quand même possible d'être en compta de trésorerie pour une entreprise individuelle BIC en régime simplifié. Pouvez-vous clarifier? Alors, vous pouvez donc la comptabilité d'engagement, c'est le résultat qu'on doit déclarer à la fin de l'année, qui doit obligatoirement prendre en compte
toutes les factures émises et toutes les factures reçues. Et c'est ça l'engagement à la date d'émission de la facture, ou en fait à la date ce qu'on appelle de rattachement du produit ou de la charge. Donc quand on est sur une année civile, une facture émise le 30 décembre, payée le 5 janvier, elle doit être dans la comptabilité du 30 décembre quand on est en engagement et dans la comptabilité du 5 janvier quand on est en trésorerie. Ça, quand on est en BIC, c'est obligatoire. La facture du 30 décembre, elle doit être comprise dans vos résultats de l'année concernée. Vous pouvez tout au long de l'année tenir une comptabilité de trésorerie quand on est en BIC dans le cadre en dessous du régime, non, des seuils du régime simplifié, et donc enregistrer vos recettes et vos dépenses en comptabilité de trésorerie à la banque. Charge à vous à la fin de l'année de prendre toutes les factures émises non encaissées et toutes les factures reçues non payées et de les rattacher par le biais d'une opération diverse. On l'avait montré dans le logiciel pour les loueurs meublés, si tu te souviens, quand on avait fait la démo des loueurs meublés, de passer l'écriture qui permet de rattacher la facture du 30 décembre à l'année civile de 2025, si on est en 2025, de façon à obtenir son résultat dans une comptabilité d'engagement. Donc on peut pour répondre clairement, on peut tenir la comptabilité en trésorerie tout au long de l'année, mais on doit faire cette petite gymnastique à la fin de l'année pour passer en comptabilité d'engagement pour les BIC. Sur le webinaire précédent sur LMNP, ce webinaire est disponible en replay sur YouTube ou sur notre page dédiée au webinaire que je vous ai mis dans le fil de discussion au tout début de la présentation de Sylvain. Ensuite, on a une question. Y a-t-il une possibilité de faire un export de toutes les pièces justificatives pour la période spécifique afin de les avoir dans un fichier zip, par exemple? Depuis le logiciel, non, on n'a pas cette possibilité. On peut exporter les écritures, mais pas les pièces qui vont avec. Ouais. Et avant-dernière question, pardon. Est-ce que les justificatifs enregistrés sont à valeur probante? Alors, ils ne sont pas à valeur probante au sens légal de la valeur probante, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place l'archivage et le fait que le fichier n'a pas été modifié depuis qu'il a été transmis et de savoir qui l'a transmis. Après, dans la pratique, en cas de contrôle, le fait de sortir rapidement une facture parce que vous l'avez archivée et que vous la retrouvez facilement, suffit dans 99% des cas. Et moi, ce que je conseillais à mes clients, c'était de dire, bah, vous nous l'avez donné en pièces dématérialisées, elle est attachée à l'écriture comptable. Gardez quand même, mais sur un classement peut-être moins formalisé, juste par exemple de toutes les pièces de l'année, les justificatifs. Parce que vous n'êtes jamais à l'abri que quelqu'un vous demande réellement la pièce originale que vous avez reçue. Et c'est ça, en fait, qu'on vous demande quand on parle de valeur probante. Soit le scan, il doit permettre de tracer les éléments, soit c'est de ressortir la pièce originale qui a été produite. Et effectivement, si c'est une facture papier que vous avez reçue, ben, c'est celle-là qu'il faut ressortir. Après, c'est un élément avec la facturation électronique aussi qui arrive en septembre 2026, qui va avoir de moins en moins d'intérêt, puisque automatiquement, toutes les factures qui seront passées par la plateforme agréée, elles sont conservées par la plateforme agréée pendant au moins 6 ans. Donc, si jamais il y a des litiges dessus, on sera capable de dire, bah, si c'était bien la facture du départ, c'était bien celle-là qui a été comptabilisée. De toute façon, l'administration fiscale en aura quasiment une copie instantanée, même si c'est pas tout à fait, elle sera moins détaillée, elle aura quand même les informations dessus. Donc, Merci Sylvain. On a également une question suite aux différentes questions sur les comptes pro. Une personne qui nous a demandé si on avait un partenariat avec un établissement financier pour l'ouverture de comptes pro. Ça, je peux y répondre directement. À l'heure actuelle, non. C'est un sujet qui est en discussion en interne pour offrir cette possibilité, mais qui n'est pas encore disponible sur maconta.fr. Dernière question, si ça te va, Sylvain. Peut-on avoir des routines sur la saisie de certaines lignes? Par exemple, le prélèvement mensuel d'une mutuelle afin d'éviter de renseigner la ligne tous les mois, surtout quand elle se multiplie, prévoyance, téléphonie, etc.
Alors, tu as deux façons de le faire. Si on a synchronisé la banque, eh ben, forcément, c'est au travers de la synchronisation qu'en fait, le prélèvement va arriver au travers de la banque et donc on a automatisé, puisqu'on a dit tel libellé, ça va dans tel compte. Donc ça, c'est la première façon de faire. Si on est en saisie manuelle, oui, on peut avoir une routine. Rien ne vous empêche de mettre au tout début de votre mois toutes les écritures qui vont revenir, donc comme tu les as citées, la mutuelle et autres, et quand on passe d'un mois sur l'autre, de faire une multisélection de ces écritures et de les copier-coller sur la période suivante. Donc on arrive à le faire comme ça au travers du logiciel aussi. Je dis, par exemple, on a les 5 premières écritures qu'on sélectionne, qu'on copie-colle sur le mois suivant. On peut le faire aussi pour toute l'année si jamais on sait que ça va pas bouger. Et puis peut-être ajuster le montant si jamais le montant change parce que la mutuelle, elle dépend peut-être du nombre de salariés ou elle dépend de l'âge du capitaine, des fois la mutuelle. Donc ça permet après d'ajuster le mouvement. Donc voilà, tu as les deux façons de faire. Merci. Je compléterai juste ta réponse en disant que sur la première solution, la synchronisation bancaire, il y a le système d'imputation automatique sur maconta.fr qui va vous permettre, au-delà des dépenses récurrentes, téléphonie, prévoyance, comme on a cité, également de pré-renseigner que certains mots que va détecter l'application dans l'intitulé de la recette ou de la dépense sur votre compte bancaire va automatiquement être associé à un compte de charge ou de recette, ce qui va vous permettre en fait d'importer vos écritures bancaires en quelques clics et que ça se mette automatiquement dans les bons comptes comptables. Comment enregistrer les amortissements et dans quelle rubrique? Dans ce cas-là, on vous conseille de souscrire à notre abonnement, à notre logiciel, pardon, d'immobilisation pour que tout puisse automatiquement s'auto-calculer et remonter en comptabilité. Merci Sylvain pour cette présentation. Je vais vous partager tout de suite le questionnaire de satisfaction en fin de webinaire qui devrait apparaître sur vos écrans d'ici quelques secondes. N'hésitez pas à le remplir, que nous, on puisse derrière l'analyser et améliorer nos présentations. Merci en tout cas à tous pour votre présence, vos questions. On se retrouve le 15 janvier pour, comme je vous l'ai dit en introduction de ce webinaire, un webinaire sur les évolutions du budget de la sécurité sociale associé au logiciel de paye. Merci à tous et à très bientôt. Merci à toutes et tous et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.